Ces voûtes rappellent l'apport de l'architecture religieuse, et particulièrement des cathédrales, aux innovations architecturales du Moyen-Âge. Les équipes de Guédelon en ont visité plusieurs pour décrypter les méthodes des bâtisseurs, notamment celle de Bourges, à 90 km du château, édifié à la même période. Les maçons de l'époque y ont rencontré d'incroyables défis. C'est immense. Hein. Ouais, et le coffrage pour les voûtes, là, ça va être gigantesque aussi. Parce qu'on n'a pas de trou de boulin dans les colonnes. Il faut partir du pied. Ah oui. Pourquoi les hommes ont-ils repoussé si loin les limites de la construction? Comment ont-ils donné naissance à la croisée d'ogives? Il faut se replacer dans un contexte où les villes sont en pleine effervescence. La cathédrale a ce rôle d'être l'édifice qui va réunir toute la population d'une ville et donner sens à la ville. Et chacun va vouloir avoir la plus belle cathédrale. On va vers une performance, vers l'élévation, on va vers le ciel. Plus on va haut, plus l'homme montre qu'il maîtrise en fait ses connaissances à l'ensemble des personnes qui arrivent dans la ville et qui voient un édifice absolument merveilleux. Et la recherche de la verticalité, c'est aussi la recherche de la lumière qui doit traverser l'édifice sacré. Mais cette quête de la lumière pose un problème fondamental aux maçons. On ne sait construire jusqu'ici que des voûtes en berceau ou des voûtes d'arêtes, épaisses, lourdes et qui pèsent fortement sur les murs. On les perce peu pour laisser entrer la lumière car cela fragilise la structure qui risque de s'effondrer. La voûte à croisée d'ogives résout le problème en faisant porter le poids de la voûte aux ogives qui concentrent ensuite les poussées sur les seuls piliers. Les voûtes s'affinent et deviennent moins lourdes. On peut désormais ouvrir les murs pour laisser entrer la lumière sans les fragiliser. Tout cela permet peut-être pour la première fois dans l'histoire de l'architecture de se passer du mur d'empilement, du mur épais. On change et on est dans une architecture d'ossature. C'est la profonde modernité du gothique. La croisée d'ogives va révolutionner la construction au Moyen-Âge et va se développer partout à l'ensemble du continent. C'est la raison pour laquelle on finit par la retrouver sous des formes si différentes, dans l'architecture massive d'un donjon comme Guédelon, ou dans les voûtes aériennes des cathédrales, simplement recouvertes d'un fin voile minéral. Toutes ces innovations pourraient faire passer le Moyen-Âge pour le royaume de la pierre. Pourtant, le bois y joue aussi un rôle majeur, comme en témoigne la charpente de la cathédrale de Bourges. Dans la course au gigantisme, la charpente connaît des évolutions sans précédent apportées par des maîtres charpentiers au sommet de leur art. Les dimensions inconnues auxquelles ils sont confrontés entraînent des contraintes de poids, de logistique, de complexité de la structure, de gestion des équipes. Et parmi les défis, il y en a un de taille, l'approvisionnement en bois. Début 12e, tous les grands bois donnant des pièces, des poutres de 40 cm par 40, 50 ont été exploités par des défrichages successifs et les besoins en construction sont énormes. Il faut couvrir des châteaux, églises, maisons, ouvrages, palais de justice. Et il n'y a plus de bois d'œuvre important. On le voit bien en avançant dans la majestueuse charpente de la cathédrale. La majorité des pièces de bois sont de sections assez fines qui ne dépassent pas 20 à 30 cm, bien loin des dimensions que l'on trouvait jusque-là. La forêt au Moyen-Âge, elle est issue de repousses de chênes très densément peuplées, ce qui va donner des arbres petits en diamètre, très longs, avec très peu de branches au niveau des cimes. Donc des longueurs de fût qui peuvent atteindre jusqu'à 20 mètres, sans branches, très longilignes. Comment est-ce que l'on fait? Comment arriver à utiliser des bois de faible section? Eh bien, c'est l'invention de la charpente à chevrons formant ferme. Jusqu'ici, les fermes, les pièces de base de la charpente,
étaient constituées de poutres de grosse section et espacées de 3 à 4 mètres. Elles accueillaient des pannes, des supports longitudinaux sur lesquels on fixait une série de chevrons permettant la couverture du bâtiment. La charpente à chevrons formant ferme se passe des pannes en multipliant des fermes de plus petites sections qui servent directement de chevrons. Elle alterne des fermes principales dont la base est fermée et des fermes secondaires dont la base est ouverte. Cette structure est bien adaptée aux cathédrales car elle répartit le poids de la charpente de manière beaucoup plus homogène sur les murs que le système à pannes qui crée des points de compression et donc de fragilité. Sa pente plus prononcée permet aussi d'exercer une poussée plus verticale sur les murs et donc de les amincir. C'est cette technique qui a été utilisée dans le logis du seigneur de Guédelon. Au-delà de sa forme élégante, elle est très performante car elle utilise au mieux les propriétés du bois. Ici, chaque pièce de charpente est en fait un arbre dont on garde le cœur au centre de la poutre. Le fait d'utiliser des petits bois et de faire une pièce de charpente par arbre, que ce soit pour des châteaux ou des cathédrales, on aura une très très bonne résistance mécanique plutôt que d'utiliser un gros chêne et en faire 4 pièces dedans où là on va trancher les fibres et en perdre énormément en résistance. Si la charpente de certains grands monuments médiévaux a traversé les siècles, c'est en partie grâce à cette technique. C'est aussi grâce aux soins apportés à l'équarrissage. Cette phase de préparation du bois consiste à en retirer la partie superficielle et fragile pour lui donner une forme rectangulaire. Et au Moyen-Âge, on la réalise à la hache et non pas à la scie. Pour le bois, c'est mieux de travailler à la hache parce qu'on va refermer les canaux du bois, ce qui va éviter l'intrusion, la pénétration des bactéries et des champignons. Alors qu'avec la scie, il se produit un arrachement qui ouvre les bois et la surface, elle va être plutôt un peu comme une éponge. Donc ça aspire tout, l'eau, les champignons, les bactéries. Cette phase d'équarrissage est réalisée dans les 2 ans qui suivent l'abattage, quand le bois n'est pas encore sec et plus facile à travailler. Après le dégrossissage à la hache, les finitions se font avec un outil plus précis, la dauloire. La hache, en fait, on a une forme symétrique de chaque côté. Et la dauloire, eh ben, elle est asymétrique. Donc un biseau d'affûtage uniquement de ce côté-là, une face plane, ce qui permet, quand on travaille, de laisser passer les mains entre l'outil et le bois, pour ne pas se blesser. Et avec cette face plane aussi, on obtient une meilleure finition, un meilleur état de surface. Un charpentier équarrit les 4 faces d'1 mètre de poutre en 1 heure. Pour l'ensemble de la charpente du logis, cela a correspondu à 3 mois de travail pour 2 ouvriers. Les charpentiers du Moyen-Âge sont au plus près de la forêt et utilisent au mieux ce qu'elle leur propose. Les arbres courbés ne sont pas rejetés, mais au contraire, recherchés pour certaines pièces. On a besoin de pièces courbes. Dans une ferme, le A que forme la charpente, ça peut être une pièce de contreventement dans la ferme. Et ce sera beaucoup plus résistant d'avoir une pièce courbe dans la forme de l'arbre qui correspond à nos besoins. On gagne vraiment en résistance mécanique. Plutôt que de choisir un arbre beaucoup plus gros et de couper le fil, donc de couper sa force mécanique pour obtenir une pièce courbe qui, dans le temps, va bouger, va se déformer. Tout un ensemble de pièces sont ainsi préparées par les charpentiers. Mais comment s'y retrouver quand vient le moment d'assembler une charpente de cathédrale à la complexité extrême? Sur une cathédrale, on va avoir peut-être 150 ou 200 fermes. Donc il faut pouvoir s'y retrouver. Donc le système de marquage va au fil du temps devenir plus détaillé pour vraiment bien distinguer rapidement et efficacement les pièces de bois dans la charpente. Grâce au déplacement des équipes d'un chantier à l'autre, c'est un système utilisant jusqu'à plusieurs milliers de signes qui se répand sur le territoire à l'époque de Guédelon.